Bonjour à tous et bienvenue dans Audition publique, l'émission politique commune à LCP et Public Sénat. Dans l'actualité de ce lundi 10 octobre, la déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui en réaction à la grève dans les raffineries qui provoque des embouteillages monstres dans les stations. Le blocage n'est pas une façon de négocier, a-t-il dit. Entre autres, c'est un dossier chaud pour le gouvernement qui entre aussi aujourd'hui dans le vif du sujet avec l'examen de budget à l'Assemblée. Donc, la Macronie s'attend à des combats très musclés. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Votre job est d'éviter autant que possible les couacs dans votre groupe et de trouver des alliés. On vous dit adepte des coups. Vous vous êtes fait remarquer la semaine dernière par votre interpellation énergique sur les violences sexuelles, les violences conjugales. Ça a été salué chaleureusement par la majorité, très peu apprécié par la NUPS. Vous assumez la confrontation directe avec LFI. Mais fallait-il électriser ce débat alors que les Français sont en butte à des difficultés matérielles liées à l'inflation? Est-ce la bonne méthode aussi pour ménager les chances de concertation avec l'opposition? Selon vous, le 49-3 sera provoqué par l'opposition. Est-ce honnête de reporter la faute sur vos adversaires politiques? Brigitte Boucher et Steve Jourdain vont revenir entre autres sur les débats à venir dans l'hémicycle. Yves Tréhard vous interrogera sur la stratégie politique de la majorité. Vincent Roux vous posera des questions d'actualité. Et puis vous débattrez, vous avez accepté, on vous en remercie, avec la députée Europe Écologie Les Verts, Eva Sas, qui poussera une de ses propositions, un ISF climatique. Pourquoi pas? Mais d'abord, je voudrais revenir avec vous sur ces embouteillages qui sont les images pour les Français les plus marquantes de leur vie quotidienne dans les stations d'essence, les embouteillages provoqués par des grèves dans les raffineries. Voilà ce qu'en a dit, entre autres, Emmanuel Macron tout à l'heure. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite, mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier. Le blocage n'est pas une façon de négocier. Les salariés qui font grève ont tort de vouloir provoquer une avancée des négociations avec Total, par exemple. Le point de départ, c'est en effet des profits exceptionnels qui ont été réalisés par Total, 6 milliards d'euros sur un trimestre. Mais c'est aussi des négociations qui sont déjà intervenues au sein de l'entreprise, qui ont permis des augmentations de salaire de 3,5% pour un niveau de revenu moyen de 5 000 euros par mois. C'est de ça dont on parle quand même. Moi, ce que je constate, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans nos territoires, ceux qui en pâtissent, ce sont ceux qui veulent aller travailler, ce sont nos aides à domicile, ce sont nos infirmières, ce sont nos chauffeurs taxis, qui sont obligés de faire plusieurs stations-service pour espérer pouvoir travailler parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture. Donc, bloquer, c'est aujourd'hui bloquer ceux qui travaillent et ceux qui doivent pouvoir librement travailler. Nous, notre responsabilité, c'est quoi? Ça a été d'abord de faire baisser les prix. C'est ce qu'on nous a demandé parce que le premier risque qu'on avait sur le carburant, c'était des prix trop élevés qui faisaient qu'il y avait des Français qui n'avaient plus les moyens, là encore, de pouvoir circuler librement. Deuxième responsabilité, c'est quoi? C'est s'il le faut, réquisitionner, si on doit réquisitionner pour garantir à un moment des approvisionnements, notamment sur des métiers qui sont essentiels. C'est de libérer des stocks stratégiques de l'État. On l'a fait. Je pense notamment au transport scolaire. On ne peut pas accepter que nos enfants ne puissent plus aller à l'école. Après, oui à des négociations, mais ces négociations, elles ne peuvent pas en permanence se faire sous la contrainte et sous le blocage, alors qu'on a d'autres organisations syndicales qui, elles, justement, ne prennent pas cette voie-là, ne sont pas là pour faire le blocage, ce que Laurent Berger appelle la grève préventive, mais acceptent d'être dans un vrai registre de négociation et de dialogue. Alors, la grève préventive, on y reviendra, mais tout de même, ce que vous dites là, c'est très bien. Voilà ce qu'on fait, on prend nos responsabilités. On a l'impression qu'une fois encore, le gouvernement est en retard. Et qu'il monte dans le train un peu tardivement, qu'il court derrière les événements. Elisabeth Borne est montée au créneau hier, Emmanuel Macron aujourd'hui. On a très peu entendu les ministres. Fin de semaine dernière, on était déjà dans une situation de blocage. Est-ce que, très honnêtement, il n'y a pas eu un peu de retard à l'allumage? Mais on a eu un déblocage de situation dès la fin de semaine dernière. C'est-à-dire que la libération des stocks stratégiques, notamment dans des régions qui étaient très entravées, je pense aux Hauts-de-France, c'est dès la fin de la semaine dernière. Le fait que les camions puissent approvisionner tout au long du week-end, y compris le dimanche, ce qui est dérogatoire, c'est dès ce week-end. Ça ne calme pas la panique des automobilistes qui ont peur. J'entends complètement la panique et je comprends évidemment que celles et ceux qui ont peur que dans quelques jours, ils ne puissent plus rouler parce que ils ont un plein qui progressivement maintenant est à 50%
20%, 30%, se disent « je dois y aller le plus tôt possible ». Je comprends le réflexe, évidemment, des Français. Ce qu'on doit faire, nous, c'est faire en sorte de réguler pour que, grâce à cela, cette semaine, les choses reprennent leur cours de manière normale. Vous demandez à ce que ce soit... On ne peut pas céder systématiquement à ceux qui, encore une fois, bloquent et entravent. Le point de départ, c'est pas le gouvernement. Le point de départ, c'est des blocages liés à un syndicat, la CGT, dans une entreprise, parce que dans d'autres entreprises, on a des négociations. Esso, par exemple, sont des négociations qui avancent, donc l'entreprise Total. Donc oui, il faut que les négociations reprennent, mais la négociation ne peut pas être en permanence sous la contrainte du blocage et de la grève. Mais Laurent Berger, guerre préventive. Notre invité la semaine prochaine, ce sera Laurent Berger. Donc c'est lui qui a lancé. Vous dites, je suis d'accord avec guerre préventive, une grève préventive. Mais enfin, une grève, si vous voulez, a posteriori, ça n'a pas beaucoup de sens. Une grève préventive, en Allemagne, il y en a, c'est la règle. Donc quel est le problème? En Allemagne, il y a un moment, d'abord on discute. Si on voit qu'il y a des points de crispation et qu'on n'arrive pas, par la négociation, à avancer, alors on utilise la grève comme dernier recours et comme levier de pression. Là, avant même les négociations, alors qu'on a une entreprise, et je ne dis pas qu'elle ne doit pas faire des efforts, encore une fois, 6 milliards d'euros de bénéfices exceptionnels sur un trimestre. Elle avance son calendrier de négociation. Elle doit faire des efforts, donc je ne dis pas le contraire. Spontanément, elle ne le fait pas. Mais encore une fois, on n'est pas sur une entreprise qui a refusé toute augmentation de salaire. Elle l'a rappelé, 3,5% d'augmentation et une prime d'intéressement où, en moyenne, je crois que les salariés ont bénéficié de 7 000 euros l'an dernier. C'est abusif. Les demandes des salariés sont abusives. Non, mais ça fait 2 fois que vous insistez sur le niveau de rémunération. Mais parce que je pense que c'est important à un moment de savoir quels sont les publics concernés et de savoir, encore une fois, celles et ceux qui sont bloqués aujourd'hui. Et celles et ceux qui sont bloqués n'ont de facto pas souvent les niveaux de rémunération qui existent dans les raffineries. Et je pense qu'il faut avoir aussi l'honnêteté de le dire. Et l'honnêteté de dire qu'à un moment, on ne peut pas faire payer le prix fort à celles et ceux qui, aujourd'hui, s'angoissent, en effet, comme vous l'avez dit. Quel est l'objectif du gouvernement? Vous pensez que la situation doit être revenue à la normale quand? Évidemment, dès cette semaine. Ça doit être l'objectif qu'on doit partager. C'est dès cette semaine que ça doit revenir à la normale. Les approvisionnements qu'on a eu tout au long du week-end, normalement, doivent concourir à cet objectif-là. La Première ministre réunit ce soir, dès son retour d'Algérie, les ministres qui sont directement concernés à 21h, de manière justement à avancer. Et encore une fois, il n'y a pas de sujet tabou. S'il faut réquisitionner, on réquisitionnera. S'il faut faire en sorte aussi que des stations-service soient dédiées à des personnels spécifiques, je pense par exemple à la question des soignants, eh bien évidemment on le fera. Alors, les réquisitions, précisément, on va peut-être en reparler d'ailleurs. Bonjour Brigitte Boucher, Steve Jourdain. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Berger. Public Sénat, c'est à vous. Oui, près de 30 stations essence qui sont touchées par cette grève. Donc des réquisitions, vous dites pourquoi pas, c'est ça? Oui. Je dis pourquoi pas, parce qu'encore une fois, on ne peut pas accepter qu'il y ait des Français qui soient empêchés de circuler, évidemment, mais surtout d'aller travailler. Donc ça pourrait être décidé ce soir. Ça pourrait être en effet décidé ce soir. C'est la raison pour laquelle la Première ministre, elle réunit dès ce soir les ministres qui sont concernés. C'est la raison pour laquelle elle a appelé de manière très nette et très claire à la négociation. Et qu'en effet, le président a rappelé aussi un prérequis qui me paraît important en démocratie, qui est de dire que c'est pas d'abord le blocage, c'est d'abord la négociation et la concertation qui doivent prévaloir. Envoyer l'armée pour débloquer les raffineries, Xavier Bertrand a dit pourquoi pas, c'est pas totalement exclu. Vous dites quoi? Je ne sais pas s'il faut en venir à envoyer l'armée, puis bon, j'entends l'image un peu spectaculaire que ça renvoie. L'objectif, il n'est pas là. L'objectif, c'est qu'à un moment, si on doit pouvoir réquisitionner, parce qu'on est presque sur comme une obligation de service public, parce qu'à un moment, les Français n'ont pas d'autre choix que de pouvoir aller dans une station-service pour pouvoir faire leur plein. Donc on a besoin de cette continuité d'approvisionnement. Donc encore une fois, la Première ministre, je pense qu'elle prendra les décisions qui s'imposent dès ce soir, et je le dis clairement, s'il faut réquisitionner des dépôts, ce sera fait. S'il faut réquisitionner aussi des stations-service pour garantir l'approvisionnement de professions essentielles. Pour la santé, pour les cars scolaires, pour les cars scolaires, pour nos pompiers, pour la sécurité de notre pays, tout simplement. On a des missions qui ne peuvent pas s'arrêter. Ça, c'est le cas dans les Hauts-de-France. Ça pourrait s'étendre à l'ensemble de la France? Ça pourrait s'étendre là où il y a des sujets. On a des régions qui aujourd'hui sont pas touchées. Donc il ne faudrait pas qu'on crée nous-mêmes un vent de stress ou de panique qui ferait que dans des régions où il n'y a aucune raison qu'elles soient touchées, tout d'un coup l'angoisse génère, elle, un risque de pénurie. Alors il y a ce risque de pénurie, il y a des gens qui remplissent leur bidon. Il faut l'interdire, ça?
Oui, je crois que là-dessus, il faut être très clair. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'arrive pas dans une station-service pour faire son plein et puis pour remplir 10 ou 15 jerrycans. L'interdire ? Oui, certains préfets l'ont mis en place. C'est la liberté de chacun, s'il a besoin d'un jerrycan, de le faire. Comment vous voulez l'interdire ? Certains préfets l'ont mis en place directement dans les départements. C'est aussi une question à un moment de bon sens, de responsabilité individuelle. On fait le plein pour on avance. On donne un peu comme on a eu sur certains produits essentiels au tout début de la crise Covid. Vous voyez bien que c'est parfois le stress qui est totalement légitime, mais qui peut provoquer des pénuries qui, normalement, ne doivent pas pouvoir exister. Robert Berger, je ne sais pas si vous avez eu la défense de Total. La défense de Total, c'est notamment de publier les mesures sociales qui ont été prises par l'entreprise en 2022. On apprend que la rémunération moyenne d'un opérateur de raffinerie est de 5 000 euros bruts par mois, participation comprise. C'est des chiffres qui ont été contestés par les syndicats. Mais peut-être sur la méthode, est-ce que vous approuvez cette méthode de faire de la part de Total ? De quoi ? De dire la vérité ? D'afficher les rémunérations comme ça publiquement. De dire la vérité ? C'est contesté encore une fois par les syndicats. Mais... J'imagine que dans ces cas-là, ils sortiront les chiffres. Est-ce que ça doit être affiché comme ça en public Mais je ne vois pas où est la difficulté à un moment de faire de la transparence. Vous savez, nous, on nous demande en permanence qu'il y ait de la transparence qui puisse exister. Je ne vois pas pourquoi à l'intérieur des entreprises, ça ne pourrait pas être fait. D'autant plus quand on a... Mais l'intention, vous comprenez bien la question de Steve, c'est que l'intention de Total, c'est de dire ils sont déjà largement mieux payés que les Français si on prend un salaire médian. Non, mais je pense que c'est important de savoir sur quelle base, à un moment, les négociations peuvent exister et que tout simplement les Français puissent savoir quelles sont les revendications d'un côté. Et j'ai commencé mon propos en disant que les revendications, évidemment, d'augmentation de rémunération dans une période de bénéfices exceptionnels étaient évidemment légitimes. Par contre, savoir le niveau de rémunération moyen, d'autant plus quand on entrave de facto la liberté des Français qui, eux, doivent travailler, je pense que c'est légitime. Vous approuvez la méthode. Sur les bénéfices de Total, c'est x2 en un an, bénéfice net de 5,7 milliards de dollars au deuxième semestre. Il y a du grain à moudre. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi je considère qu'à partir du moment où il y a des bénéfices exceptionnels, ces bénéfices doivent pouvoir être redistribués à la fois aux Français directement, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat, c'est notamment la remise carburant à la pompe, c'est un engagement de 500 millions d'euros de la part de Total qu'on a obtenu, qu'on est allé chercher et qu'on a demandé et exigé de la part de Total. Donc vous comprenez que des Français descendent dans la rue à l'appel notamment de la NUPES ce week-end. Ça, on verra si les Français descendent dans la rue et combien d'entre eux descendent. Vous redoutez un mouvement social qui s'installe dans le temps, dans la durée ? Non, parce qu'aujourd'hui, je n'en vois pas les prémices. Je crois qu'au contraire, les mesures que nous avons prises de protection du pouvoir d'achat, qui sont exceptionnelles, faut qu'on ait le taux d'inflation le plus bas d'Europe aujourd'hui. De manière très claire. Ce sont des chiffres qui sont incontestables. Ça ne veut pas dire que l'inflation, elle n'est pas déjà trop importante pour beaucoup de Français. Mais ça veut dire quand même que les mesures que nous avons prises sont des mesures de protection et sont des mesures qu'on entend prolonger, notamment le bouclier tarifaire, qui en est la meilleure illustration. Si on ne continuait pas en 2023 le bouclier tarifaire, c'était plus 120% d'augmentation. On va limiter à plus 15%. Ce qui est déjà, encore une fois, beaucoup pour un certain nombre de nos compatriotes. D'où le chèque énergie qu'on met en place pour les populations. Et pour l'instant, vous dites que c'est suffisant. Non seulement c'est important, mais surtout on le maintient et on protège encore plus les populations qui sont évidemment les plus vulnérables. Alors ça, c'est dans le projet de loi de finances 2023 qui est en débat à l'Assemblée depuis cet après-midi. Le 49.3 ne fait plus de doute. Les oppositions ont dit qu'elles ne voteraient pas ce budget. Elles sont donc toutes contre vous. Et si c'était vous finalement qui aviez tort ? Déjà, elles sont peut-être toutes contre nous sur le budget, mais elles ne disent pas la même chose sur ce qu'elles voudraient de ce budget. Donc déjà, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'à un moment, si ça n'était pas le nôtre, lequel devrait être adopté ? Le budget proposé par les LR, le budget proposé par LFI, le budget proposé par le RN. Parce qu'ils peuvent se rejoindre contre nous, mais ils ne se rejoignent pas forcément pour un projet alternatif. Donc à un moment, c'est aussi cette question-là qui devrait être posée. Et ensuite, encore une fois, on le sait, numériquement à l'Assemblée nationale, si toutes les oppositions se coalisent, alors ça veut dire que nous ne sommes pas majoritaires. Ça, je crois que c'est un fait assez basiquement établi. Et donc, ça veut dire à un moment qu'en effet, les oppositions nous invitent et nous disent qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser le 49.3. Donc ce serait leur faute, vous leur renvoyez la balle en tout cas ? En tout cas, en termes de responsabilité, oui, il y a des oppositions qui auraient pu avoir une autre attitude. Pas forcément de voter en faveur du budget, considérant que voter pour le budget, c'est de facto donner un satisfecit au gouvernement ou valider une politique. Mais dire... Comme nous sommes une opposition raisonnable, responsable, pour autant, on ne va pas voter contre. On va s'abstenir, on ne participera pas au vote. Ça, c'est un message envoyé aux Républicains. Ou à d'autres. Pourquoi pas au Parti Socialiste ? Pourquoi pas à celles et ceux qui, en permanence, parlent de responsabilité ? Et puis leur envoyer la balle, encore une fois, sur ce qu'ils proposent concrètement. C'est-à-dire que les mêmes qui nous demandent en permanence de la réduction de la dépense publique sont les premiers, dans le cadre de l'examen de ce texte, à nous demander des dépenses qui sont des dépenses supplémentaires. En tout cas, vous n'avez pas réussi à les convaincre. Je ne suis pas sûre qu'elles aient eu envie d'être convaincues. Est-ce qu'il faut
aller au bout des débats ou est-ce qu'il faut couper court au bout d'un moment s'il y a des amendements trop coûteux qui sont votés? Est-ce qu'à un moment, il faut dire bon, stop, on ne va pas au bout de la discussion du budget, on dégaine le 49.3? Je crois que ça dépend de la nature des débats. Profondément. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si vous avez une opposition et si vous avez une obstruction. C'est pas la même chose si de manière systématique vous avez en permanence les mêmes sujets qui reviennent et que vous voyez que vous tournez en rond, que vous êtes dans l'incapacité. Il y a plus de 3000 amendements, il y a une inflation très forte par rapport à l'année dernière, donc inflation ou obstruction, enfin. J'attends de voir parce que là on est au début de la discussion, on n'a pas encore commencé le travail sur les amendements, donc sur le fond du texte. On commencera ce travail à partir de demain. Il y a des chiffres qui parlent. Les LR qui déposent 1200 amendements, c'est de l'obstruction, c'est quoi? C'est de la discussion parlementaire normale pour vous? C'est leur liberté. De toute façon, le droit d'amendement, c'est un droit d'amendement individuel. Donc, ils peuvent en déposer autant qu'ils le souhaitent. La question, c'est quel est le message politique qu'ils envoient. Quel est le message politique que les LR envoient quand ils disent qu'ils sont contre, par exemple, une réduction d'impôts pour les entreprises. Nous, on veut supprimer la CVAE. C'est un engagement qu'on a pris pendant la campagne présidentielle et législative. Aujourd'hui, la droite, en tout cas à l'Assemblée nationale, nous dit qu'elle ne souhaite pas finalement qu'on tienne cet engagement de réduction de l'impôt pour les entreprises. Donc on voit bien qu'à un moment, et on l'a vu notamment dans la commission des finances qui a examiné déjà ce texte, c'est que le principal gain de l'opposition, c'est de dire nous arrivons à faire battre la majorité, nous arrivons à faire battre le gouvernement. Il n'y a aucun amendement qui vous intéresse chez les LR aujourd'hui? Il y a un amendement qui retient votre attention? On veut... D'ailleurs, c'est pas parce que vous utilisez le 49.3 que pour autant vous empêchez l'adoption d'amendements qui viendraient des oppositions. Ça veut dire que les amendements qui auront été votés avant l'utilisation éventuelle du 49.3, vous les conserverez tous, certains? Ça dépend complètement des amendements. Déjà parce qu'on a une ligne très claire sur la question de la dépense publique. Et qu'encore une fois, on ne sortira pas de ce projet de loi de finances avec un déficit public qui sera à plus de 5%. Ça, on l'a dit de manière très claire. De la même manière qu'on n'acceptera pas une augmentation des impôts qui pèserait sur les Français ou qui pèserait sur les entreprises. Ça, c'est des lignes rouges très claires. Mais vous n'êtes pas dogmatique. S'il y a des amendements qui sont votés contre l'avis du gouvernement, vous pourriez les conserver? À la fois des amendements qui pourraient être votés, mais y compris, vous le savez, si jamais on devait le gouvernement devait utiliser le 49.3 avant la fin de l'examen de ce texte, ça n'empêche pas que nous puissions à la fin avoir un texte qui soit quand même enrichi des propositions qui n'auraient pas encore été examinées. C'est une précaution oratoire, j'imagine, le si, parce que vous ne croyez pas trop. En tout cas, je suis lucide. Je sais qu'à partir du moment où toutes les oppositions votent contre, elles laissent peu de place. Mais ça veut dire que même les amendements qui n'auraient pas été débattus, votés dans l'hémicycle, vous pourriez en garder certains de l'opposition. Oui. Donc ça n'efface pas tous les amendements. Ça n'efface pas le travail de l'opposition et le travail parlementaire. Un amendement à propos. Un amendement pour réformer le droit des successions, vous allez le défendre? Oui. C'est l'engagement qu'on a pris avec Mathieu Lefebvre. C'est tout simplement de dire qu'on sait qu'on n'a pas les moyens budgétaires en 2023, pour les raisons que j'évoquais de dépenses publiques, de dette publique, de pouvoir adopter cette disposition. Donc, par contre, vous allez le défendre, mais il ne sera pas vraiment examiné ni adopté. Non, c'est ce qui arrive régulièrement. C'est un exercice de style. C'est un exercice de style, alors. Je sais bien, mais c'est un exercice qui arrive régulièrement dans le débat parlementaire, de préempter des débats, parce que c'est aussi ça qui sert la vie parlementaire, c'est de préempter des débats et de garantir que l'engagement que nous avons pris pendant la campagne présidentielle, réaffirmé dans nos campagnes législatives, sera tenu dans ce quinquennat. C'est un peu de la perte de temps, non? Surtout quand on veut voter un budget assez rapidement. Non, c'est une vraie question. Je pense que la question des droits de succession, elle intéresse beaucoup de Français. Mais pas toute votre majorité. Mais qui veulent... Si, parce que là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que la majorité souhaite qu'encore une fois, les engagements que nous avons pris pendant la campagne présidentielle et nos campagnes législatives soient tenus. Mais alors, l'amendement des Républicains sur les droits de succession, qui reprend exactement mot pour mot, à la virgule près, ce que vous avez écrit, vous le voterez pas? Parce qu'on l'a expliqué, mais je peux le réexpliquer une nouvelle fois, c'est qu'encore une fois, on veut qu'il y ait ce débat, qu'il y ait cet engagement clair qui soit réaffirmé et de la majorité présidentielle et du gouvernement de dire oui, ce sera fait dans ce mandat, mais non, on n'a en effet pas les moyens budgétaires de le faire dès ce projet de loi de finances. Par contre, oui, on assume d'avoir ouvert ce débat. Alors un mot on parle des retraites, il reste 3 minutes. Édouard Philippe qui propose de décaler l'âge à 65, 66, voire même 67 ans. Est-ce que le vrai réformateur, c'est pas lui ? En tout cas, nous, ce qu'on a clairement dit, et ce que je réaffirme, c'est que notre projet, c'est ni 66 ni 67 ans.
Notre projet, c'est de dire qu'on n'a pas d'autre choix que de faire la réforme des retraites, que c'est une nécessité et qu'on la mènera, que nous avons parlé d'un report de l'âge légal à 65 ans, que c'est la base des discussions et des concertations avec les partenaires sociaux et que le corollaire, c'est la question de l'emploi des seniors, c'est la question des carrières longues, c'est la question aussi du minimum de retraite que l'on doit aux Français qui ont travaillé tout au long de leur vie. Et c'est ça qu'on va mettre en place. Alors, une question sur l'indemnité parlementaire. Oui, Aurore Bergé, vous avez été augmenté. Je ne sais pas si vous avez pu constater ça. L'indemnité qui a été versée aux députés et sénateurs a été revue à la hausse, plus 250 € bruts par mois depuis le mois de juillet. Est-ce que vous considérez que cette hausse est justifiée compte tenu du contexte ? C'est une hausse qui a été justifiée parce que nous nous sommes adossés, l'Assemblée nationale s'est adossée sur ce qui a été fait pour les agents de la fonction publique. C'est-à-dire qu'on a pris exactement la même chose que les agents de la fonction publique, donc plus 3,5% au regard de l'inflation. François Ruffin s'étonne et dit qu'il y a 3 mois, l'indexation des salaires sur l'inflation avait été refusée. On n'a pas indexé les salaires sur l'inflation, sinon on aurait fait plus de 6,2%. Là, c'est plus 3,5% qui est comme donc les agents de la fonction publique. C'est une remarque démagogique de la part de François Ruffin. Oui, mais ça, on est plutôt habitué à l'exercice de démagogie de la part de François Ruffin, qui peut, s'il le souhaite, renoncer à son indemnité parlementaire, évidemment. Une dernière question. Une question sur l'IVG. Vous voulez inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Est-ce que vous avez une date pour le dépôt de votre proposition de loi ? Oui, puisque nous, vous le savez, la première niche parlementaire, donc le premier droit d'inscription pour mon groupe, c'est la semaine du 28 novembre. Donc ce sera à l'examen la semaine du 28 novembre. J'ai toujours dit que ce serait dans le cadre de la première niche parlementaire que nous aurions. Allez, une question bonus sur un prix Nobel. Oui, Annie Ernaux. Annie Ernaux, vous avez vu, elle a reçu le prix Nobel de littérature. C'est l'écrivaine qui a été récompensée ou la citoyenne engagée aux côtés de la NUPES, selon vous ? Je crois que le Nobel ne récompense pas les idées politiques. Il est là pour récompenser la qualité et le travail littéraire et l'œuvre littéraire. Et on peut ne pas partager ses idées politiques, ce qui est mon cas, mais partager les combats qui ont été les siens, notamment sur la question des droits des femmes. Je pense notamment à l'événement qui a été adapté récemment, qui avait aussi rencontré un grand succès populaire au cinéma, et tant mieux, et récompenser aussi l'auteur qu'elle est. Et on a le droit d'avoir un avis différent sur les idées politiques, mais de saluer les combats d'une femme et de saluer l'auteur qu'elle est. Les violences sexuelles et conjugales, on y reviendra tout à l'heure avec Yves Tréhard. D'ailleurs, dans quelques instants. Merci infiniment, Brigitte. C'est passé très vite avec tous les deux, Steve Jourdain. On rejoint Vincent Roux en direct du Figaro Live. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous ce soir. Elisabeth. Une première question d'actualité, Aurore Bergé, on vous écoute. Oui, Aurore Bergé, je pense que ça vous a pas échappé, il y a une élection à la tête des Républicains. Alors, est-ce que comme ça se profile actuellement, le nouveau président des Républicains aura un profil assez droitier, et s'il y a une hémorragie d'un certain nombre de cadres, vous les accueillerez à bras ouverts avec vos alliés d'Horizon, par exemple? Écoutez, ça, je ne sais pas s'il y a une ligne qui est si différente que ça, honnêtement, entre Bruno Retailleau et Éric Ciotti. J'avoue que la ligne de partage politique entre les deux n'est pas si évidente que ça. Il y a quelques différences, mais je ne pense pas qu'elle soit si fondamentale que ça créerait demain ou justifierait une hémorragie. Après, encore une fois, on a un certain nombre de parlementaires LR, je pense à Robin Reda, je pense à Constance Le Grip, je pense à Éric Woerth, qui nous ont rejoints dès la campagne présidentielle. Si d'autres souhaitent nous rejoindre parce qu'ils souhaitent aussi partager les combats qui sont les nôtres, ils seront évidemment les bienvenus au sein de Renaissance. Mais est-ce que vous espérez que ce soit Bruno Retailleau ou Éric Ciotti qui soit élu, est-ce que vous espérez qu'il y ait un départ en masse et qu'il se rallie à vous? Parce que ça pourrait étoffer votre majorité quand même. Moi, je crois que le principal enjeu qu'on ait, et en tout cas moi, celui que j'ai en tant que présidente de groupe, c'est de garantir qu'on puisse avoir des textes qui puissent être adoptés. Et faire adopter ces textes, c'est permettre aussi qu'il y ait des majorités qui puissent exister, qui soient différentes parfois en fonction des textes. Donc le sujet n'est pas tant de se dire est-ce qu'on fait du débauchage individuel de tel ou tel parlementaire, que de se dire est-ce qu'on arrive à convaincre et est-ce qu'on arrive à réussir à des compromis sur ces textes-là. Je trouve ça, c'est parfois plus exigeant d'aller chercher du compromis. Je trouve ça plus sain, en tout cas en démocratie. Et encore une fois, si on a des députés LR qui veulent nous rejoindre, à partir du moment où ils partagent les idées
l'idée, et on sait qu'on a un certain nombre d'entre eux qui ne sont pas si éloignés que ça quand même de ce que nous défendons, qui parfois même dans leur campagne législative ont défendu l'idée d'être une droite très constructive avec la majorité, ils seront évidemment les bienvenus. Merci Vincent. À tout à l'heure. Dans l'émission, Yves Tréhard a pris place face à vous, Laurent Berger, vous le connaissez, un des responsables de la rédaction du Figaro. Yves Tréhard, c'est à vous. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Alors, un débat qui anime beaucoup le personnel politique, c'est celui des violences sexuelles et sexistes, et aussi des accusations qui sont portées ici ou là contre quelques élus. Alors il y a eu le cas de monsieur Abad, le cas de monsieur Quatennens. Est-ce qu'ils doivent rester en poste alors qu'ils sont encore députés l'un et l'autre, alors qu'une action de justice est lancée? On est sur des cas qui sont différents. Le cas d'Adrien Quatennens, c'est un homme qui a reconnu des faits qui sont constitutifs de violences conjugales. Peut-il rester député? Rester député, il n'y a que lui qui peut le dire. Moi, je considère en tout cas qu'il aurait fallu que son groupe politique, dans ces cas-là, à partir du moment, encore une fois, où il a reconnu ces faits, où ils sont donc avérés, exclus, ce député, et considère non pas qu'ils doivent lui renouveler, je cite Jean-Luc Mélenchon, son affection, parce que je pense qu'on a peu d'affection, normalement, pour un homme qui frappe sa femme. D'accord. Voilà, pourquoi il fait ça alors, Mélenchon? Mais ça, il faut lui poser la question. Je pense qu'il avait désigné Adrien Quatennens comme héritier politique de manière assez évidente. Il est peut-être très déstabilisé par la situation politique que ça provoque. Mais du coup, il va à rebours des combats qu'il a lui-même portés, des combats que son parti politique a portés. Il va un peu comme Mitterrand, l'amitié avant la morale. Oui, enfin là, la morale, c'est quand même un homme qui frappe sa femme. Donc la question, c'est jusqu'où on va sur ces sujets-là. Monsieur Abad. Je pense sur le cas de Damien Abad. Et moi, ma doctrine, elle n'a jamais changé, quelles que soient les personnes qui soient mises en cause. C'était la même chose sur Éric Coquerel. Je tiendrai toujours la même ligne, et c'est pareil dans le cas de Julien Bayou, qui est encore plus extravagant, honnêtement. Alors on va en parler, mais on en reparlera sans doute. Abad. C'est de dire qu'à partir du moment où là, il y a un homme qui nie les faits qui lui sont reprochés, un homme où il y a une information judiciaire qui est ouverte, mais pas encore de mise en examen, je ne vois pas comment vous pouvez lui demander aujourd'hui de démissionner, de se démettre de ses fonctions. Julien Bayou, une plainte a été déposée, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a porté cette accusation alors qu'il y avait... c'est une connaissance, on va dire, c'est Madame Sandrine Rousseau, qui est élue donc Europe Écologie Les Verts, et qui a dénoncé d'une certaine façon, qui a fait œuvre de ce qu'on appelle de sycophante. Comme vous y allez. Oui, de sycophante. Ça m'intéresse parce que, est-ce que vous trouvez ça sain que dans un pays comme le nôtre, on en soit rendu à la dénonciation? Non, je trouve ça profondément dangereux. Je trouve ça profondément dangereux parce qu'on est dans cette situation extravagante d'un homme, la question n'est pas qu'il soit parlementaire ou pas, d'un homme qui est, ça pourrait être une femme d'ailleurs, une personne qui est mise en accusation de faits dont il n'a pas connaissance, dont il n'a pas les moyens de se défendre, puisque c'est une cellule interne qui a refusé, vraisemblablement par 4 fois, de l'entendre, et qui en plus, au moment où Mme Rousseau s'est exprimée, n'avait même pas entendu la victime présumée. D'accord. Et je trouve ça profondément dangereux. Ça veut dire que moi, demain, ou même ce soir sur votre plateau, je peux, parce que j'ai une rivalité politique avec telle ou telle personnalité, balancer une information j'ai une toute petite question sans savoir si elle est véridique, sans avoir la légitimité à le faire. Et je crois encore une fois qu'à la fin, ça ne renforce pas la protection que l'on doit. Alors j'ai juste une petite précision à vous demander, pas trop longue, parce que Yves Tréhard a beaucoup de questions encore. À Renaissance, vous recevez une éventuelle plainte, en tout cas un témoignage d'une femme qui ne veut pas que son nom soit rendu public, contre quelqu'un, contre un élu de Renaissance. Comment vous faites? Moi, ce que j'ai dit, et c'est pas simple en vérité de répondre à votre question, mais ce que j'ai affirmé, c'est que si moi, en tant que députée et présidente de groupe, demain j'étais sollicitée sur des faits de violence, qu'elles soient des violences physiques ou des violences sexuelles, j'estime que je suis tenue, et c'est d'ailleurs ce que dit l'article du Code de procédure pénale, de le signaler au procureur de la République. Alors qu'elle vous demande instamment de ne pas être, de rester anonyme. Mais je ne pense pas que vous puissiez le briser sa demande. Et vous faites quoi dans ces cas-là? Eh ben, je vous le demande, c'est pas simple. Si, je vois bien à quel point cette matière-là, enfin, et ce sujet-là est complexe. Mais si quelqu'un vient vous voir et vous apporte ce niveau-là de témoignage, ma responsabilité, c'est évidemment d'essayer de l'accompagner, et c'est une démarche individuelle, personnelle, extrêmement difficile, jusqu'à un dépôt de plainte.
mais je ne peux pas le garder pour moi. Je ne peux pas savoir que quelqu'un est potentiel victime et donc que quelqu'un est potentiel agresseur. Éventuellement, ne viendra pas vous voir parce qu'elle sait que vous. Oui, mais ça veut dire que, non, mais ça veut dire que sinon, et si la personne, et s'il y a un potentiel agresseur, vous faites quoi? Vous pouvez considérer que c'est d'abord l'agresseur. Voilà, mais on va s'arrêter là parce que c'est un grand débat, mais c'est important de pointer. Existe, mais moi j'ai édicté cette règle qui me paraît saine. Encore une fois, dans un état de droit, qui est que ça n'est pas à moi de prononcer une peine politique, une peine médiatique, mais que c'est à la justice de le faire. Mais pour rester dans l'esprit développé par Elisabeth, est-ce que votre féminisme à vous, c'est le même féminisme que celui de Sandrine Rousseau? Non, heureusement. Vous êtes pour un féminisme... Est-ce que vous trouvez que, en gros, le débat actuel, avec toutes les suites de MeToo, ça vire quand même à créer une ambiance malsaine? Mais surtout, c'est une ambiance qui ne permet pas, à la fin, encore une fois, de mieux protéger les femmes. On a des dizaines d'années de combats, notamment des associations, des magistrats qui se sont engagés pour faire en sorte que, oui, il y ait en effet une libération de la parole des victimes, pour que, oui, on ne considère plus que tout cela était normal, que les violences sexistes du quotidien étaient normales, que les violences sexuelles devaient être tues. Donc ça, c'est sain. Et heureusement, ça s'est libéré. Mais la seule voie qui permette de mettre un terme à la souffrance des victimes, c'est la voie judiciaire. Est-ce qu'elle est parfois trop longue? Oui. Est-ce qu'elle est difficile personnellement à emprunter? Oui, mais c'est la seule voie qui peut exister, encore une fois, dans une démocratie. Alors, avant de passer à la majorité présidentielle, une toute petite question. Vous allez me répondre par oui ou par non. Je me méfie de ce genre de questions. Est-ce que le gouvernement ne doit pas désamorcer le plus vite possible le conflit sur l'essence, sur le carburant qui a lieu aujourd'hui, alors qu'on a la perspective d'avoir une manifestation le 16 octobre? Alors, on en a parlé, donc ça veut dire oui ou non? Oui ou non? La réponse est oui, mais à un moment, c'est pas le gouvernement qui peut obliger à la signature non plus d'un accord. Il peut tout faire pour accélérer les choses et il peut encore une fois prendre les décisions qui s'imposent de réquisition. Alors, Monsieur Philippe, Édouard Philippe, a fait des déclarations dans la presse ces derniers temps. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il est, d'une certaine façon, après avoir été Premier ministre, un successeur potentiel de Monsieur Macron? Oui, il peut l'être. En 2027. Il peut l'être comme d'autres peuvent l'être. Oui. Et moi, je crois que notre responsabilité, c'est pas dès aujourd'hui de désigner celui ou celle qui pourrait être le successeur. Comment vous allez faire pour que ça ne vire pas à la poire d'empoigne, votre affaire? Déjà réussir le quinquennat, parce qu'en vérité, si on n'a pas de bilan et si on n'a pas de résultat, aucun de celles et ceux qui espèrent être des successeurs potentiels ne pourront l'être. Le bilan, c'est quoi? Une réforme des retraites, une réforme de l'assurance chômage? Le bilan, c'est d'abord le plein emploi. Ouais. Est-ce que oui ou non, enfin, cette perspective qui est réaliste aujourd'hui peut réussir? Parce que c'est de là qu'après, toutes les autres politiques publiques déclinent. C'est la capacité que vous avez derrière à assurer votre modèle social, à assurer son financement, à assurer le financement, par exemple, de la question de la dépendance, de l'autonomie, de la question de la transition énergétique. Avec une inflation qui peut être à 2 chiffres dans un an? En tout cas, c'est enfin un objectif atteignable. Dans ma génération, c'est probablement la première fois qu'on se dit que cet objectif, il est atteignable, qu'on pourrait vivre dans un pays qui culmine pas avec des taux de chômage à plus de 10, mais qu'on peut être plutôt à un taux de chômage à 5% plus résiduel. C'est ça notre objectif, à mon avis, principal. Alors, on entend dans la majorité présidentielle qu'il y a les élections européennes qui vont arriver en 2024 et qu'après ces élections européennes, il faudra que cette majorité s'organise, trouve la règle du jeu pour trouver son champion pour 2027. C'est votre avis? Je pense qu'on a des questions qui nous intéressent tous ici beaucoup, mais qui sont largement, encore une fois, prématurées. Et je ne sais pas vous dire quelle sera la situation économique qui sera la nôtre en 2024. Je sais ce que je souhaite et ce que nous souhaitons mettre en place comme réforme, ce qu'on a commencé sur l'assurance chômage, qu'on doit continuer sur les retraites, ce qu'on doit faire sur la question de la formation et de la formation professionnelle. Sur les successions. Aussi sur les successions, sur la question de la baisse en général, des impôts et des prélèvements obligatoires dans notre pays, sur la transition énergétique. Je sais ce qu'on doit faire, je sais la trajectoire qui doit être la nôtre, parce que c'est le cap qu'à un moment, les Français ont accepté qu'on fixe parce qu'ils ont réélu le président de la République, comme le point de départ, même si certains feignent de l'oublier, et qui lui ont permis d'avoir malgré tout une majorité, même si elle est relative, mais une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'on tienne ce cap. Après, je suis pas naïve, je sais évidemment que ces questions existent, que beaucoup ont envie qu'elles existent tout de suite. Je pense que c'est trop tôt. Et je pense que c'est pas du tout la réponse appropriée à ce qu'on est en train de vivre. Comment expliquez-vous que la plupart des candidats
potentiel que la presse, les médias et beaucoup d'observateurs donnent aujourd'hui, ce sont plutôt des noms de droite. C'est M. Philippe, c'est M. Darmanin, c'est M. Le Maire. Ça veut dire que la majorité présidentielle, elle est majoritairement à droite aujourd'hui, dans son action et dans ses idées. Typiquement, que ce soit Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, ont souhaité s'inscrire dans une logique qui est celle du dépassement politique. On souhaitait s'inscrire au sein d'un mouvement qui est celui de Renaissance, qui est de dire que justement, on ne croit pas qu'à l'issue du quinquennat, le clivage droite-gauche doive à nouveau prévaloir. Peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on se trompe sur ce sujet-là. Mais en tout cas, nous, c'est la conviction profonde qu'on a. C'est que les clivages qu'on a essayé de changer, qui ont de facto changé de nature, parce que les Français ont souhaité qu'ils changent de nature, eh bien, encore une fois, on ne doit pas y retourner dans 3 ans ou dans 4 ans. Et c'est le choix que nous avons fait en étant des députés de ce groupe-là, Renaissance. Et moi, j'y crois profondément. Après, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont, par principe, quelqu'un comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, classés à droite parce qu'ils en viennent? La question, c'est les mesures que l'on met en œuvre. Regardez la question du travail. Nicolas Sarkozy, en 2007, il a préempté la question du travail sur la gauche. Il parlait du mot travailleur dans les meetings de droite, en disant qu'à un moment, c'était une valeur qu'il devait, à un moment, être à nouveau incarnée. Et aujourd'hui, la droite abandonne cette valeur-là et cette question-là. Je crois que nous, on a réussi à préempter cette question. On a des débats sans fin à gauche sur le droit à la paresse, qui est quand même un débat assez invraisemblable, plutôt que la défense justement de celles et ceux qui travaillent et la capacité à atteindre le plein emploi. Et on a une droite qui ne s'exprime plus sur ces sujets-là. Donc vous le classez où ? Dernière question. Vous classez où cette thématique-là, typiquement ? Moi, je la classe typiquement dans les sujets que nous avons réussi à préempter. Alors, de tous les noms que j'ai cités, il y en a un, donc vous êtes normalement la plus proche, puisque vous avez soutenu, comme lui, Alain Juppé en 2017, c'est Édouard Philippe. Est-ce que vous vous sentez plus proche d'Édouard Philippe que des 2 autres que j'ai cités? Moi, je travaille avec les 3 et je travaille, j'allais dire, aussi d'autant plus, il faut être honnête, avec Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui sont membres du gouvernement et qui sont membres du parti politique auquel j'ai fait le choix d'adhérer. En vérité, vous avez aujourd'hui 3 candidats potentiels. Et vous savez quoi ? Tant mieux. Et moi, je préfère qu'on évite d'avoir un jeu à somme nulle qui fasse qu'à force d'essayer de torpiller la candidature de l'un ou de l'autre, on se retrouve 1 an ou quelques mois avant la présidentielle en se disant qu'aucun des 3 ne serait en situation d'être candidat. Je préfère en avoir un peu trop, identifier des Français qui sont jugés par tout le monde légitimes comme pouvant être demain candidats à la présidentielle, que se retrouver dans la situation d'autres partis politiques qui n'en ont pas un seul. Aux Républicains notamment. Alors, dernière question toute petite. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure, les droits de succession. On vous a accusé, en mettant ce dossier sur la table, de jouer en solo. Mais c'est une proposition qu'on a portée pendant la campagne présidentielle. Mais alors pourquoi on vous a accusé ça? Ça venait pas des oppositions, ça venait de votre groupe. Chacun après dit ce qu'il veut dire et chacun est libre de le croire. Moi, ce que je sais, c'est que dès les premiers instants de discussion sur ce que devait être ce projet de loi de finances, j'ai mis le sujet sur la table avec un certain nombre d'autres députés du groupe en disant nous ne devons pas abandonner cette question-là de la baisse de l'impôt. On le fait pour les entreprises, on le fait sur la fin de la taxe d'habitation cette année. Tout à l'heure. Et on doit absolument démontrer que dans ce mandat, on fera aussi la baisse des impôts de succession. Merci. Merci beaucoup Yves. Tiens, à propos de propositions de loi qui font question, il y a une proposition qui consiste à demander à ce que l'abandon de poste ne donne plus droit à des allocations chômage. La majorité en a parlé, pas seulement, LR, bien sûr. On l'a voté. Vous l'avez voté en expliquant qu'il y avait une explosion de cas. Or, ça n'a jamais été documenté. Il n'y a aucune statistique qui prouve qu'effectivement, c'est un phénomène qui augmente. En fait, les DRH les plus qualifiés disent que ça n'est pas le cas. Alors, est-ce que c'est pas un peu démago et pour faire plaisir à la droite que vous faites? Non, parce que d'abord, c'est une remontée qu'on a eue sur tous nos territoires en tant que parlementaires, de chefs d'entreprise, qui sont souvent des chefs d'entreprise de petites entreprises, de TPE et de PME, notamment hôtellerie-restauration, qui nous disent, de facto, est-ce que c'est le post-Covid ou pas, je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, qu'il y a une recrudescence de plus en plus importante de ce phénomène d'abandon de poste. Et qui nous le disent dans toutes nos circonscriptions. Ça n'est pas documenté. On a cherché les statistiques et avec la meilleure bonne foi possible. Je peux ça vous n'a dire pas qu'il n'y a été établi. Qu'il n'y a pas un député de mon groupe qui n'a pas eu plusieurs chefs d'entreprise qui lui ont dit ça. Et ce qui est inéquitable, c'est de se dire que la personne qui démissionne
finalement, est moins protégée que la personne qui abandonne son poste et qui ne donne plus signe de vie à son employeur du jour au lendemain. Et la salariée, la petite salariée qui est harcelée dans son entreprise, ça, c'est les garde-fous justement qui est obligée de partir, ça, elle ne peut pas faire valoir. Si, ça, c'est ce qu'on a mis dans la loi. C'est ce qu'on a mis dans la loi justement, c'est qu'on a protégé la possibilité évidemment de l'abandon de poste quand il y a un risque pour la santé évidemment de l'employé, y compris évidemment dans des cas extrêmes que vous évoquez, de risque de harcèlement. Par contre, c'est pas normal de mieux protéger celui qui du jour au lendemain donne plus signe de vie à son chef d'entreprise, ne revient plus du tout travailler, versus celui qui a l'honnêteté, l'intégrité, tout simplement de démissionner pour aller chercher un recul des droits. Un autre emploi. Est-ce que vous n'avez pas voté un recul? Non, au contraire, je pense que c'est une protection qu'on a maintenue pour celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix, qui n'ont pas d'autre choix que d'abandonner leur poste pour des questions de santé, mais qui se justifient, encore une fois, parce qu'il n'est pas normal que celui qui abandonne le poste soit mieux protégé que celui qui a l'honnêteté de démissionner. Bonjour Eva Sas, merci beaucoup d'être avec nous, députée Europe et Écologie Les Verts, porte-parole du groupe à l'Assemblée. Vous avez au moins 2 grosses questions à poser et à mettre sur la table face à Aurore Bergé. Merci d'avoir en tout cas accepté le principe du débat. D'abord, l'ISF climatique, c'était dans le programme présidentiel d'ailleurs de votre candidat. Oui, plus largement sur la fiscalité. Moi, je suis commissaire aux finances, donc j'étudie le budget. Et je vois que vous avez choisi en tout cas le gouvernement a choisi de se priver de 4 milliards d'euros en faisant passer la CVAE, en réduisant la CVAE. Et puis que vous refusez, c'est vrai, en tout cas, en commission des finances, vous avez refusé l'amendement qui porte un ISF climatique, un impôt de solidarité sur la fortune climatique, qui permettrait de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune et puis de responsabiliser les plus aisés sur leur empreinte carbone, puisqu'on sait que, par exemple, les 63 milliardaires français émettent autant que 50% de la population. Alors pourquoi se priver de recettes fiscales et puis pourquoi refuser de faire contribuer et de responsabiliser les plus aisés ? Sur le premier sujet, la baisse de l'impôt sur les entreprises, je l'ai évoqué, c'est un engagement que nous avons pris. Et c'est un engagement que nous tiendrons de considérer qu'en effet, on a aujourd'hui un taux de prélèvement obligatoire dans notre pays, même si on l'a réduit dans le précédent quinquennat, qui est toujours trop élevé et que c'est un enjeu d'attractivité. Ensuite, sur le chiffre que vous évoquez sur les 63 milliardaires et sur l'empreinte carbone, c'est faux. C'est faux parce que dans ce chiffre-là, vous comptez toutes les entreprises qu'ils ont. Donc ça veut dire que l'émission carbone qui est faite par LVMH, pour en citer une, est attribuée à son propriétaire. Donc il ne faudrait pas croire que les 63 déplacements individuels, par exemple, de ces 63 personnes que vous évoquez, provoquent 50% de nos émissions. C'est les entreprises dont ils sont actionnaires, dont ils sont propriétaires, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de présenter le débat c'est dans le patrimoine des plus aisés. Et c'est exactement... patrimoine, ça veut dire en fait ceux dont ils sont actionnaires. Absolument, et c'est exactement ça que vise l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est les portefeuilles de placement. Donc c'est tout à fait adéquat de prendre cet exemple-là. Non, parce que la manière avec laquelle vous le présentez quand vous dites X milliardaires réalisent X émissions de carbone, on a l'impression que c'est dans leurs comportements individuels. Or, à un moment, c'est l'enjeu des entreprises. C'est justement l'objet de l'ISF climatique. C'est comment on fait en sorte, en effet, de décarboner nos industries, de décarboner nos entreprises. C'est ça la question qui doit, en effet, nous préoccuper. Et c'est aussi quelles sont les propositions que nous, on porte, typiquement sur la question du logement, qui est l'un, vous le savez comme moi, évidemment, l'un des enjeux majeurs si on veut réduire notre empreinte carbone, c'est notamment la question du logement. Eh bien, nous allons nous porter, dans le cadre du débat que nous allons avoir dans quelques heures maintenant, eh bien, la réorganisation de dispositifs importants, les dispositifs Pinel, par exemple, dispositifs PTZ, pour faire en sorte que ces dispositifs soient réorientés uniquement vers du logement décarboné. Et ça, c'est à la fois un gain pour nos finances publiques, environ 2 milliards pour nos finances publiques, et c'est aussi dire très clairement, si vous voulez avoir des avantages fiscaux liés justement à la construction, eh bien ça doit être réorienté de manière très claire et très nette vers de la construction. Qu'est-ce qui, pour revenir à l'ISF climatique, qu'est-ce qui vous gêne dans l'ISF climatique? Ce qui me gêne, c'est que, encore une fois, l'ISF n'a pas fait la démonstration de son efficacité. Au contraire, nous n'avons pas eu, grâce à l'ISF, plus d'attractivité. C'est l'inverse qui s'est produit. L'enjeu, c'est pas l'attractivité. Bah si, l'enjeu, c'est déjà de contribuer à la solidarité. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de responsabiliser les plus riches sur leur patrimoine. C'est exactement l'enjeu de l'ISF climatique, parce que là où ils investissent, ils ont une empreinte carbone selon qu'ils investissent dans des projets qui sont bons pour la transition écologique ou au contraire qui sont néfastes pour le climat.
Il faut responsabiliser les plus riches là-dessus et vous refusez de le faire. Et chaque fois qu'on propose une mesure en fait qui touche les plus aisés, vous refusez d'agir. Vous avez toujours une façon de noyer le poisson et d'essayer de ramener le sujet sur autre chose. Mais moi, je dis que là, il faut que tout le monde contribue à l'effort climatique, à commencer par les plus aisés, parce qu'ils ont une responsabilité au travers de leur patrimoine. Mais moi, je n'ai pas de difficulté sur la responsabilisation qui doit pouvoir exister. Quelles sont les mesures que vous proposez dans ce sens? Je dis juste de manière très claire que nous ne serons pas la majorité qui augmentera les impôts. Parce que c'est une ligne rouge très nette que nous avons fixée et qui a été validée d'ailleurs par les Français. Sinon, ils n'auraient pas réélu le président de la République qui a tenu très clairement et très nettement cette ligne-là pendant la campagne présidentielle. Les Français ont élu le président de la République pour faire barrage à l'extrême droite. J'ai voté Emmanuel Macron au second. Je crois qu'ils l'ont placé nettement en tête du premier tour. Prévaloir de ce vote de second tour pour appliquer un projet qui n'est pas celui que veulent les Français. Non, je crois qu'au contraire, ils veulent que les plus aisés contribuent le plus au dérèglement climatique parce que ce sont ceux qui émettent le plus. Contre le dérèglement climatique. Vous avez une autre proposition, Eva Sas? Oui, l'autre sujet, c'était le plan de sobriété. J'ai regardé votre plan de sobriété, très intéressant. Bien sûr, il faut baisser le chauffage, réduire effectivement les enseignes la nuit. On est tout à fait d'accord avec ces propositions-là. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le principal enjeu, en fait, pour la sobriété, c'est bien la rénovation thermique des logements? Or, quand je regarde votre budget, ou le budget de votre gouvernement, eh bien, il ne met que 2,5 milliards d'euros sur la table pour la rénovation des logements, alors que le rapport Sichel, que le gouvernement lui-même a commandé, a dit très clairement qu'il fallait 9,3 milliards d'euros par an pour traiter les passoires thermiques en 10 ans. Donc vous avez les chiffres, vous savez combien il faut mettre et vous refusez de mettre les moyens nécessaires, alors que le meilleur moyen de faire de la sobriété et de réduire la consommation d'énergie, c'est bien sûr d'isoler les logements et bien au contraire, vous laissez les ménages seuls face à la flambée des prix de l'énergie et c'est eux qui vont payer le prix fort cet hiver quand il va y avoir une consommation d'énergie élevée et des prix d'électricité qui augmentent de 15%. Et donc vous proposez un bouclier tarifaire? Alors nous avons plusieurs propositions, mais la première proposition, c'est de mettre 9 milliards d'euros sur la table pour les passoires thermiques. On a aussi une proposition de bouclier tarifaire effectivement progressif pour protéger mieux les plus modestes et d'avoir un tarif libre au-delà pour décourager les surconsommations. Donc mais pour moi, le premier enjeu de ce budget, c'est vraiment le plan Marshall pour la rénovation thermique. Vous ne faites pas suffisamment. Que vous n'agissiez pas sur ce sujet. C'est ce que vous dit Eva Sas. Pardon, il y a 3 blocs. Il y a l'exemplarité de l'État. C'est ce qu'on fait notamment et c'est ce qu'on a engagé avec le plan de relance, c'est-à-dire comment on fait en sorte justement que tous ces enjeux de rénovation thermique, ce soit d'abord l'État et les collectivités locales qui en fassent la démonstration. Donc ça, un tiers du plan de relance a été fléché vers des enjeux qui sont justement des enjeux énergétiques et de rénovation thermique. C'est ce qu'on fait aussi avec le fonds vert, 1,5 milliard pour les collectivités locales. Donc c'est directement la rénovation demain de nos écoles, de nos gymnases, de nos centres de loisirs. Ensuite, c'est évidemment accompagner les ménages, notamment les plus modestes. C'est ce qu'on fait avec MaPrimeRénov', par exemple, qui est un enjeu essentiel de comment on fait en sorte... Vous la trouvez suffisante, franchement? On va encore la renforcer dans ce budget. Ouais. Donc ça veut dire que oui, on a quand même des milliers de Français qui ont pu en bénéficier. Il faut le faciliter. On veut par exemple intégrer ce dispositif dans ce qu'on appelle les maisons France Service, c'est-à-dire ces portes d'entrée qui font que vous avez toutes les administrations de l'État qui sont à côté de chez vous et qui peuvent vous accompagner, parce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui pourraient en bénéficier, qui ne sachent pas en fait comment appréhender ce dispositif, comment ça fonctionne concrètement. Mais c'est accompagner les ménages évidemment les plus fragiles. Mais c'est cotère sur jambe de bois, MaPrimeRénov', c'est cotère sur jambe de bois. Oui, parce que même le gouvernement l'a dit, ça a manqué sa cible du point de vue des rénovations globales, puisqu'il n'y a que 2500 rénovations globales. On voit bien qu'on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Une rénovation globale, tout le monde le sait, quand on fait des travaux chez soi, c'est 30 000 euros. Or, aujourd'hui, MaPrimeRénov', c'est en moyenne 3 000 euros. Donc, que voulez-vous que les Français fassent avec 3 000 euros? Ils ne peuvent pas faire une rénovation globale. Les enjeux financiers, on les connaît. Soit on met les moyens, soit on ne dit pas qu'on fait quelque chose. Est-ce qu'il y a une volonté politique quand même suffisante pour que les passoires thermiques des particuliers soient vite réparées et restaurées? Non mais
là où je vous rejoins, parce que c'est des éléments factuels, c'est qu'en effet, l'un des premiers chantiers qu'on a, si on veut réduire massivement l'empreinte carbone, c'est en effet clairement la question du logement et la question de la rénovation thermique, et en plus cette double peine et écologique et économique pour un certain nombre de Français. Donc là-dessus, je suis évidemment, et je ne peux qu'être d'accord. Après, je persiste à penser que MaPrimeRénov' est un bon dispositif, qu'il faut qu'il soit plus lisible, plus simple à comprendre, qu'il faut qu'en fait on aille vers les Français qui sont directement concernés pour garantir qu'ils l'utilisent. Parce que c'est souvent ça, dans les difficultés qu'on a sur les aides qu'on met en place, que l'État met en place, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est faire en sorte que celles et ceux qui en ont le plus besoin en bénéficient. Donc c'est élargir au maximum ce dispositif. C'est ce qu'on fait. On renforce financièrement, budgétairement encore ce dispositif. Et après, c'est les dispositions qu'on prend sur le parc de l'État. Mais 1,5 milliard juste pour en plus de tout ce qu'on fait pour les collectivités, uniquement sur la rénovation demain de nos écoles, de nos centres de loisirs, de nos gymnases, c'est pas tout à fait mince comme soutien, sachant qu'on veut réorienter en plus tous les dispositifs de soutien à l'investissement des collectivités de manière à ce que ça aille d'abord vers les questions, par exemple, d'éclairage public, des choses très concrètes, mais qui ont un impact sur le climat qui est évidemment déterminant. Et Vassas ? Le Fonds vert pour le climat, en 2023, c'est 375 millions d'euros. C'est 1,5 milliard sur plusieurs années. Donc déjà, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu, y compris pour la rénovation. Vous parlez des bâtiments scolaires. Ça a été chiffré également. Pour rénover les bâtiments scolaires, il faudrait 4 milliards d'euros par an sur 10 ans. Donc là aussi, on est très, très, très loin du compte. Et sur MaPrimeRénov', oui, c'est un bon dispositif. Tout à fait. Je vais vous dire, c'est même mieux que le CITE, le crédit d'impôt qui existait auparavant. Mais il y a un enjeu d'accompagnement. Je vais être d'accord avec vous aussi. C'est vrai qu'il faut renforcer l'accompagnement pour guider les ménages. Mais il y a un enjeu financier. Vous ne pouvez pas le nier. Tant que vous refuserez de mettre les montants qui sont nécessaires pour les rénovations globales, on n'arrivera pas à réduire les passoires thermiques. Il y a 4,8 millions de passoires thermiques, 4,8 millions de ménages qui ont un logement avec une étiquette F ou G et qui, cet hiver, vont avoir de grandes difficultés. Qui veulent dire quoi ? C'est les étiquettes énergétiques. Après un diagnostic énergétique, c'est ceux qui consomment le plus d'énergie. Ceux qu'on a interdit d'ailleurs dans la loi climat résilience de pouvoir être mis à la location si jamais justement les rénovations n'étaient pas faites. Sur les montants, dans le fond, vous êtes assez convaincu parce que vous pourriez faire mieux, vous l'avez dit. D'accord, mais il faut nous dire dans ces cas-là comment on le finance. Absolument, c'est la deuxième question. Non, mais c'est la deuxième question. Et on revient à la première question. Quelles sont les dépenses publiques que l'on coupe ? Parce qu'à un moment, il y a aussi la réduction de la dépense publique. Après, ce sont des arbitrages. Réduction de la dépense publique. Quels sont les impôts qu'on augmente ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? On met en place l'ISF climatique. Donc, on augmente les impôts. Alors, tout à l'heure, Aurore Bergé disait que les oppositions n'avaient, semble-t-il, pas du tout envie d'être convaincues, quoi qu'il en soit, par le budget, et que vous seriez donc obligé de dégainer un 49.3. C'est ce que vous disiez. Est-ce que c'est votre sentiment ? En fait, ce sont les oppositions qui poussent le gouvernement à passer en force. Alors là, non. Pas de passage en force parce qu'on utiliserait le 49.3. C'est pas un outil qu'on aurait créé ou inventé dans ce quinquennat. Nous avons participé au dialogue de Bercy, nous y sommes allés de bonne foi, nous avons porté des propositions, celles que je vous fais là. Nous avons déposé 162 amendements qui sont passés en commission, nous avons défendu toutes les options et on a un mur devant nous parce qu'en fait, en vérité, il n'évolue sur rien. Donc on est forcé de constater que de toute façon, on ne peut pas avancer. Mais nous rêvons en fait d'un gouvernement qui prenne conscience qu'on n'est plus vraiment dans la 5e République et qu'il y a une 6e République qui vient de faire irruption en fait dans ce Parlement et qu'ils prennent conscience qu'il y a une forme de proportionnel et qu'il doit composer en fait avec les différents groupes. Et aujourd'hui, il ne le fait pas du tout. Il n'y a aucun amendement qui est accepté, par exemple en commission. Ça prouve bien qu'il n'y a aucune volonté de co-construire ce budget. Moi, je ne suis pas du tout inquiète sur le fait qu'à la fin, vous le verrez, sur le texte final, on aura des amendements des oppositions qui auront été acceptés, 49.3 ou pas. On pourra se revoir à ce moment-là et je pense que vous pourrez en faire le constat avec moi parce que ça a été le cas quand on a examiné le texte pouvoir d'achat ou le projet de loi de financement rectificatif dès cet été. Après, j'ai envie de vous retourner la question, c'est-à-dire que si on accédait à toutes les demandes d'Europe Écologie Les Verts, que ce soit donc sur l'augmentation des impôts, sur la réduction, le refus de réduction de certains impôts, sur la hausse de la dépense publique, ce qui est très en décalage avec ce qu'on a nous proposé aux Français, je ne vois pas où est la majorité pour voter ce texte. Est-ce que vous me garantissez que dans ces cas-là, la France insoumise voterait le texte? C'est là où vous n'avez pas du tout la logique 6e République. Non mais si j'accédais... C'est créer des coalitions, c'est exactement ça. Si nous accédions Comment vous croyez que le Parlement européen fonctionne? Si nous accédions à toutes les demandes
qui sont formulées aujourd'hui par Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire, de facto, quand même, plus de dépenses publiques et aussi plus d'impôts. Oui. C'est le choix que vous faites politique et que vous assumez. Est-ce que vous me dites, sur ce plateau, que LFI le voterait, que le Parti communiste le voterait, que les socialistes le voteraient? C'est-à-dire votre intergroupe NUPES le voterait, ce qui garantirait peut-être une majorité. Il ne s'agit pas du tout de travailler avec un seul groupe, mais avec plusieurs groupes pour créer des coalitions. C'est comme ça qu'on fait des majorités. Les différents groupes ne disent pas la même chose. Sauf qu'est-ce que vous me disiez que ce que dit la NUPES équivaut à ce que dit les LR, équivaut à ce que dit le RN. Il y a des majorités qui peuvent être trouvées dans l'Assemblée. Moi, je ne les cherche ni avec LFI ni avec le RN. Tous les pays européens arrivent à fonctionner avec des parlements à la proportionnelle où ils créent des coalitions. Pas des gouvernements élus, des parlements élus à la proportionnelle. Quasiment tous. Regardez bien. Si, et voilà, on est en fait une dernière exception, un peu un dinosaure de l'Europe. Et en vérité, il va falloir qu'on change de culture et qu'on arrive à co-construire des choses ensemble. Mais visiblement, ce gouvernement n'a pas du tout compris qu'on était dans une nouvelle ère démocratique. Merci beaucoup, Eva Sas, d'avoir accepté ce débat avec Aurore Berger. Est-ce que Vincent Roux est avec nous en direct du Figaro Live ? Vincent, vous avez encore une question. Merci. Une autre question d'actualité pour Aurore Berger. Merci, Eva. Oui, si j'arrive à remettre mon oreillette. Bonsoir, rebonsoir, Aurore Berger. Emmanuel Macron promet ce soir aujourd'hui d'accroître l'aide militaire à l'Ukraine. Question toute simple. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore se le permettre? On a livré et prélevé sur nos stocks 18 canons César. On a un certain nombre de papiers qui documentent le fait que l'armée française est à l'os en termes de capacité. Qu'est-ce qu'on peut encore promettre aux Ukrainiens? Est-ce qu'on ne leur promet pas la lune en disant qu'on va promettre de l'aide militaire? Ou bien est-ce qu'on ne met pas en danger maintenant notre appareil militaire? Sur l'affaiblissement des armées. Je crois qu'on doit le faire. Déjà, on est les premiers à avoir tenu une loi de programmation militaire et à avoir non seulement voté des crédits qui étaient largement en hausse et qui vont continuer cette année à être en hausse, mais surtout ne pas avoir renié au fur et à mesure des années. Ils ne sont pas suffisants. Non, mais ce qui est quand même important, c'est qu'on a accru de manière très claire les moyens de nos armées et qu'on n'a pas varié sur cette ligne-là dans le mandat. Après, sur la question sur l'Ukraine... Mais l'importance, Aurore Berger, c'est d'avoir des moyens suffisants, c'est pas d'accroître, c'est d'avoir des moyens suffisants. C'est ce que disent tous les rapports, notamment les rapports de l'OTAN. Mais pour encore une fois avoir les moyens suffisants, encore fallait-il faire le choix budgétaire de les augmenter, et de les augmenter très nettement, ce qu'on a fait dans le précédent quinquennat et ce qu'on va continuer à faire dans ce quinquennat. Et compte tenu du retard pris, voilà, nous sommes à l'os. Dans l'armée française, nous avons donné le maximum, mais on est obligé de ponctionner des commandes danoises pour pouvoir aider les Ukrainiens. Comment on fait pour faire plus, mais sans affaiblir encore davantage nos armées? Je ne crois pas qu'on s'affaiblisse en renforçant aujourd'hui la résistance ukrainienne. C'est factuel. Je pense que c'est une nécessité que nous avons. N'oubliez pas qu'au tout début de cette annexion, de cette tentative d'annexion et de guerre de la Russie à l'Ukraine, Vladimir Poutine promettait que cela allait durer quelques semaines et que l'Ukraine serait rayée de la carte. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la capacité de l'Ukraine à démontrer la force de sa résistance, à être peut-être en capacité même, puisqu'on en vient à discuter de ça, d'avoir la Crimée qui pourrait être reprise à la Russie. Donc vous voyez bien quand même le changement total de paradigme par rapport à ce qu'on avait au tout début de la guerre. Pourquoi ça a été possible? Possible grâce à la résistance ukrainienne, mais possible aussi parce que nous, on n'a pas failli et parce que les pays européens, en solidarité, se sont engagés à la fois sur les sanctions, évidemment, vis-à-vis de la Russie, qui produisent des effets, mais aussi en soutien militaire de manière très claire. On parle de l'arsenal français. Vincent, une dernière relance. Oui, la question, c'est que l'histoire, elle est pleine de soutien militaire qu'on a apporté à des armées qui ont gagné, mais au détriment de nos propres outils militaires. Est-ce que, la question, je vous la retourne, il ne faut pas précisément augmenter, mais vraiment considérablement, le budget militaire français, peut-être sur le modèle allemand, qui met 100 milliards sur la table, le budget militaire français, pour que, à la fois, l'armée française ait les armes suffisantes et nécessaires, et qu'on puisse aider d'autres nations, comme la nation ukrainienne. Voilà, une réponse brève, on arrive à la fin. Je crois que c'est l'engagement qu'on va prendre dans ce budget. Parce que la loi de programmation militaire, à nouveau, que nous souhaitons voter, c'est une loi qui est encore en augmentation. Donc ça veut dire qu'on va non pas stabiliser les mois. C'est ce qui va être en discussion dans les semaines qui viennent avec le ministre des Armées. Mais ce qui veut dire que c'est pas juste une stabilisation de ce qu'on a fait dans le précédent mandat, qui était déjà en hausse très nette. Ça veut dire qu'on va encore augmenter
par rapport à les moyens, par rapport à ce qu'on a fait dans le précédent quinquennat. Je crois que ça répond à cette nécessité, encore une fois, d'avoir une armée digne, équipée, valorisée, avec des moyens efficaces, et aussi à l'effort conjoncturel qu'on doit continuer à faire, évidemment, pour accompagner l'Ukraine. On va suivre alors attentivement les débats, Vincent Roux, sur cette question. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission, Aurore Bergé. On vous libère. Les débats s'étalent dans l'hémicycle maintenant pour vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine avec Laurent Berger dans Audition publique à 19h30 sur LCP Public Sénat. Bonne soirée à tous.